Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio et Perico Légas reçoit Mathilde Touvier. Nous allons parler d'un sujet essentiel qui nous concerne tous, surtout les parents avec des enfants, mais tous les consommateurs français, les additifs, les produits industriels, les conservateurs, dans notre alimentation quotidienne, avec les incidences aujourd'hui avérées sur notre santé, un risque accru de cancer et de diabète de type 2. Mathilde Touvier est quelqu'un de très important. Je suis très heureux de vous recevoir. Très fier de vous recevoir. Le combat contre la malbouffe, c'est une grande partie de ma vie, de mon engagement professionnel et de ma vocation de journaliste. Et évidemment, j'en discute souvent avec des hommes politiques, avec des sociologues, avec des producteurs, avec des agriculteurs. Mais en discuter avec quelqu'un qui a des éléments scientifiques après avoir fait une étude, pour moi c'est essentiel parce que ça assoit le propos. Vous êtes directrice de l'équipe de recherche en épidémiologie parce que vous êtes docteur en épidémiologie au Grand INSERM. Voilà, nous avons reçu il y a quelque temps Serge Herkberg pour parler du Nutri-Score. On est dans la continuité de ce débat. Et là, les deux nouvelles études que vous avez publiées établissent une façon formelle un lien entre la consommation de conservateurs et un risque accru, je le disais à l'instant, de cancer et de diabète de type 2. Ces constats, Mathilde Touvier, on peut dire qu'ils sont scientifiquement avérés ? Alors, grâce à l'étude de Nutrinet Santé, sur un peu plus de 100 000 personnes de la population française chez qui on récolte depuis 2009 des données sur leur alimentation, leur mode de vie et évidemment leur état de santé, on a pu mesurer les expositions à ces additifs alimentaires ici que sont les conservateurs et étudier le lien avec le risque de diabète de type 2 et de cancer. C'est la première étude au monde à pouvoir faire ça puisqu'on collecte la première. La première, oui. Sur une plage aussi large, ça c'est... Oui, et puis avec des données précises, c'est-à-dire que d'un produit à l'autre, d'un biscuit à l'autre ou d'un soda à l'autre, vous allez avoir une composition en additifs très différente. Et donc, pour aller dans le détail de ce que les gens ont consommé, il fallait bien qu'on collecte les noms commerciaux, les marques des produits consommés, ce que l'on fait depuis le départ. Et c'est la seule étude au monde qui a ce niveau de finesse et qui peut maintenant mesurer l'exposition aux additifs. Pour que les choses soient bien claires, Mathilde Touvier, vous disposez aujourd'hui, la science et la médecine indirectement, vous disposez de moyens, de protocoles techniques et technologiques de plus en plus fiables, de plus en plus performants pour aboutir à ce genre de résultats ? Oui, cette étude-là permet vraiment de montrer donc les apports. Je parle des moyens. Des moyens, voilà. Ces études épidémiologiques là sont vraiment importantes parce que pour la première fois en vie réelle, avec les expositions de conservateurs, on peut montrer le lien avec le développement à plusieurs années d'écart de cancer ou de diabète. Évidemment, pour pouvoir conclure avec des niveaux de preuves forts, quand on dit par exemple que les charcuteries donnent le cancer colorectal ou que les fruits et légumes protègent contre certaines pathologies. Là, c'est issu de dizaines d'études épidémiologiques et d'études aussi au niveau expérimental chez l'animal. Ici, on est sur la première étude épidémiologique. Il faut reproduire ces résultats. Par contre, c'est intéressant de voir que les études qui ont pu être menées sur des cellules, sur des modèles animaux, donnent des pistes d'explication de mécanismes qui sous-tendent, qui supportent ces associations qu'on voit au niveau épidémiologique. Mathilde Touvier, on va faire un tout petit peu de pédagogie pour les gens qui nous écoutent, les auditeurs de Sud Radio. Qu'est-ce qu'un conservateur ? Quel est son effet ? À quoi sert-il ? Pourquoi l'utilise-t-on dans l'agro-industrie ? Alors, les conservateurs sont utilisés de manière vraiment très large dans l'industrie agroalimentaire pour préserver les aliments plus longtemps, pour les protéger par exemple de contamination microbiologique, de bactéries, de micro-organismes, ou pour éviter qu'ils s'oxydent. Donc ça va permettre à l'industrie agroalimentaire d'avoir des produits qui vont durer plus longtemps dans les rayons des supermarchés. Donc on est d'accord, c'est une prolongation commerciale économique et financière de la DLV, la DLC, date limite de vente, date limite de consommation. C'est pour ne pas perdre trop d'argent. Alors, c'est ma conclusion, un des objectifs. Mais le but, c'est ça. Sans ça, on n'en utiliserait pas. C'est vrai. Petite nuance quand même, parce qu'on étudie, nous, tous les additifs, pas que les conservateurs. Sur d'autres additifs, comme les colorants, les édulcorants, les émulsifiants, là, on est purement dans le cosmétique, entre guillemets. Ça veut dire aucun intérêt pour la santé des consommateurs, c'est vraiment seulement pour rendre le produit plus attractif, pour donner le goût, la couleur, la texture, pour donner envie d'en consommer. De la sensation artificielle. En tout cas, pour donner envie d'en acheter plus. Avec un produit de synthèse, on est d'accord. Oui, totalement. C'est un peu aussi un arôme naturel quelquefois. On est dans des produits dits ultra transformés.
Par contre, les conservateurs, il y a quand même un ratio bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'ils nous protègent quand même d'une certaine manière contre des contaminations pour certains ou des mécanismes d'oxydation, mais il faut aussi avouer qu'ils font gagner beaucoup d'argent aux industriels en permettant d'avoir des DLC plus éloignés. Donc c'est un groupe un petit peu plus entre les deux en question de rapport bénéfice-risque par rapport aux consommateurs. Alors ne confondons pas l'aseptisation ou la pasteurisation qui fait que l'on tue toute vie organique à l'intérieur d'un produit pour prolonger sa longévité, parce que s'il n'y a pas de vie intérieure, donc on peut dire qu'un produit industriel, pour moi, spécialiste d'alimentation, c'est un produit mort puisqu'il a été neutralisé. Un lait totalement pasteurisé n'a rien à voir avec un lait cru ou un lait frais. C'est une protection du consommateur, je le conviens. Ensuite, on peut passer à un stade suivant sur des plats transformés où on va ajouter alors l'univers des additifs, alors les colorants, les conservateurs, les protecteurs. On voit bien d'ailleurs, on peut dire qu'en France, la réglementation est assez exigeante. Tout ça est indiqué sur le conditionnement. Alors, on a la chance, ça se joue au niveau européen, cette réglementation qui fait que les industriels sont obligés de mettre dans la liste des ingrédients sur les emballages les additifs qui ont été utilisés. C'est ce qui d'ailleurs nous permet de faire ce type de projet de recherche. Maintenant, on aimerait qu'ils aillent encore plus loin, qu'ils nous donnent les doses aussi qu'ils ont utilisées, puisque ça, ils nous le disent pas, les auxiliaires technologiques qu'ils ne sont pas obligés de déclarer. Donc, il y a encore des progrès à faire dans cette réglementation. Ça, c'est vous qui les trouvez vous-même avec vos instruments de mesure. Est-ce que vous constatez quelquefois que vous trouvez des substances qui n'ont pas été indiquées et qui devraient l'être? Alors, on ne fait pas ce genre de recherche, donc c'est vraiment du ressort de la DGCCRF, par exemple, de faire ça. Mais par contre, oui, ça a été Alors, finalement... elle peut vous consulter en disant, la DGCCRF peut vous dire, voilà, on a un produit, on a un doute, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a telle ou telle substance dedans? Vous êtes habilité à le faire, ça peut arriver? Non, nous, on ne fait pas directement de dosage nous-mêmes dans les aliments, on utilise justement plutôt des dosages que la DGCCRF a pu faire ou d'autres laboratoires pour nous quantifier les doses d'additifs dans les aliments. D'accord. Alors, Mathilde Touvier, pour être plus précis, c'est l'univers des E. Alors, tout est en E. On va pas tous les citer. Il y en a combien? Je crois que on est sur 1000 ou 2000 références de. Alors 330 autorisés. Et ensuite il y a les sous. Après les arômes par exemple sont pas des additifs, ça vient en plus. Donc il y a plein d'autres substances. Pourquoi la lettre E? Il y a une signification technique? Je pense que c'est le code européen. Voilà, par exemple aux États-Unis, il y aura pas marqué E sur l'emballage, mais ça peut être des additifs en commun. Est-ce qu'à partir du moment où il y a E, faut se méfier, où il y a des E qui sont moins inquiétants que d'autres? Alors, tous les additifs, avant d'être mis sur le marché, sont évalués par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA. Donc, en théorie, à partir du moment où ils sont sur le marché, l'EFSA dit il n'y a pas de problème. Sauf que ces évaluations, jusqu'à présent, sont faites sur des paramètres de santé vraiment très pointus. La cytotoxicité, génotoxicité, ce sont des choses importantes à vérifier. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de problème là-dessus qu'il n'y en aura pas sur le métabolisme, sur le microbiote intestinal, sur le risque de cancer ou de diabète à long terme. Et par ailleurs, les effets des mélanges, les effets cocktails de tous ces additifs qu'on ingère ne sont pas non plus pris en compte dans les études actuelles d'évaluation. Donc, les additifs sont sur le marché. Ce n'est pas parce qu'ils sont sur le marché qu'ils sont forcément sûrs. Ce n'est pas parce qu'il y a un E quelque chose que c'est forcément dangereux. Mais globalement, quand même, il y a de plus en plus de signaux. Des signaux qui viennent de l'étude Nutrinet Santé ou qui viennent d'études sur le microbiote, d'études expérimentales, qui font que dans le programme national nutrition santé, on a maintenant une recommandation officielle qui est essayer de limiter les aliments ultra transformés, privilégier le pas ou peu transformé pour limiter l'exposition à ces additifs dont on pourrait se passer. Alors les organismes de contrôle, l'EFSA en Europe, l'ANSES en France, qui compose ces organismes et qui nomme les responsables et les membres de ces organismes? Ces organismes sont des organismes d'évaluation, oui. Donc ils n'ont pas la gestion à faire, ils évaluent simplement le risque. Mais qui les nomme? Qui les crée, qui les nomme? C'est une instance politique? Il y a plusieurs tutelles à ces agences-là. L'EFSA, par exemple. L'EFSA est nommée par qui? Par la Commission de Bruxelles? Oui, enfin en tout cas, dépend de la Direction Générale Santé-Consommation. Et ses membres sont nommés par la Commission. Donc il y a quand même, à un moment donné, une intervention politique, je veux dire, un paramètre. Complètement. De toute façon, alors notamment la grosse intervention politique, c'est aussi derrière, qu'est-ce qu'ils font de ces éléments? Puisque par exemple, on n'est pas dans les conservateurs, on est dans les édulcorants, mais l'aspartame a été classé, reconnu comme cancérigène possible pour l'homme par le Centre international de recherche contre le cancer de l'OMS en 2023. Les nitrites ont été reconnus cancérigènes, là aussi par l'ANSES. Qu'est-ce qui est fait ensuite politiquement derrière pour soit éliminer des substances du marché ou réduire les doses autorisées? C'est là où les pouvoirs publics ont un gros... Je vous prends au mot de façon
ironique, ils sont évidemment totalement interdits. On n'en trouve plus un seul. Non, justement. Ce n'est pas le cas. Voilà, même quand il y a des signaux comme ça, ou voire même des expertises collectives, pour le cas de l'aspartame ou des nitrites, qui reconnaissent des risques potentiels, non, ces substances sont toujours sur le marché. Donc, ce qui pose la question là d'aller un peu plus loin dans la réglementation pour la protection des consommateurs. En France, l'organisme, c'est l'ANSES, c'est à laquelle vous vous référez le plus souvent, que vous consultez ou qui vous consulte. Oui. L'ANSES, oui. Après, pour la régulation des additifs, c'est vraiment au niveau européen que ça se joue, plus qu'au niveau national. D'accord, ça dépend directement de Bruxelles, entre guillemets. Quel est le rôle de l'ANSES en France? C'est l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, on peut dire. Elle est efficace, elle est présente, elle est active? L'ANSES va rendre des avis sur différents dossiers, donc pas forcément justement sur la dangerosité ou non de certains additifs, puisque ça c'est l'EFSA, son homologue européen qui gère. Par contre, ils vont rendre des avis sur d'autres sujets, pesticides ou d'autres thématiques. Des avis, c'est pas le Conseil constitutionnel. Non. Elle décide pas, elle donne un avis et l'autorité politique publique prend ou ne prend pas. Ouais. Nous sommes avec Mathilde Touvier, directrice de l'équipe de recherche de l'INSERM, qui a publié ces deux études établissant l'association entre la consommation de conservateurs et des risques accrus de maladies graves. Vous nous appelez au 0826 300 300, qui que vous soyez, parents, enfants, consommateurs. La Malbouffe est aujourd'hui, sans doute, avec d'autres thèmes sur la sécurité et l'immigration, un sujet qui nous inquiète, qui nous concerne. C'est lié à notre monde agricole, à notre patrimoine alimentaire. C'est un sujet profondément politique, mais en même temps, c'est la vie de tous les jours. Donc je suis persuadé qu'à Sud Radio, vous êtes intéressés, vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso vous prendra vos appels et Mathilde Touvier répondra avec précision. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes très bien sur Sud Radio parce que je reçois Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSERM qui vient de publier 2 études suggérant une association entre la consommation, établissant, on va être plus précis, entre les additifs, notamment les conservateurs, et un risque accru, c'est pas à 100%, mais c'est un risque accru de maladies graves, notamment le cancer et le diabète de type 2. Voilà. En tout cas, on sait que les additifs, l'immense univers des additifs avec les plus de 300. Il n'y a pas de mystère. Quand on vous dit, vous laissez ça au chaud et vous le gardez 2, 3, 4, 6 mois, il n'y a pas de mystère par rapport à un légume frais ou un morceau de viande fraîche qui dépérit en quelques jours. On se doute bien que les astuces de la technologie, de la science agro-industrielle est pas forcément bonne pour la santé. Mathilde Touvier, concrètement, ces conservateurs dont vous nous avez expliqué qu'ils sont là pour prolonger la date de vente, donc c'est pour ne pas perdre d'argent, l'agroalimentaire, et surtout la grande distribution qui n'a pas envie de jeter les produits. Quand la DLV est terminée, faut le jeter, donc on n'a pas envie de jeter, on prolonge la vie. Le conservateur, quelle est l'incidence sur la santé? Ça attaque quoi? Un mauvais conservateur, il s'en prend à quelle partie de notre organisme? Alors, pour l'instant, ce que nous avons exploré dans Nutrinet Santé, ce sont les liens entre l'exposition à ces conservateurs largement consommés et le risque de cancer, d'une part, donc au global, cancer du sein, cancer de la prostate, principalement, et de diabète de type 2. Nous sommes en train de continuer d'autres recherches sur les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, donc on continuera à publier des résultats dans les mois qui viennent. Pour l'instant, nous avons mis en évidence des associations entre l'exposition à certains de ces conservateurs et un risque, une incidence plus élevée de cancer au global ou du sein ou de la prostate, qui sont les cancers les plus fréquents dans notre corps. Vous communiquez des chiffres très précis au cours de la période du suivi, donc de 2009 à 2023. 4226 participants sur les 105 260 participants de cette étude ont reçu un diagnostic de cancer. On reçoit un diagnostic, je vois la formule, dont 1208 cancers du sein, 508 cancers de la prostate, 352 cancers colorectaux et 2158 autres types de cancers. On peut être aussi précis que ça? Oui, de la participation à cette étude requiert donc de remplir régulièrement des questionnaires sur l'état de santé, sur le diagnostic de ces pathologies. Et nous, on a des médecins dans l'équipe ensuite qui vont valider chacun des cas, chacune des déclarations des participants. On a aussi des liens avec les bases médico-administratives de l'assurance maladie qui permettent vraiment d'avoir ces informations-là et ensuite de pouvoir voir, parmi ceux qui ont consommé plus
de conservateurs, est-ce qu'ils ont plus une probabilité, un risque plus élevé de développer ces maladies au fil du temps? Vous précisez d'ailleurs que la consommation totale de conservateurs non antioxydants était associée à une incidence accrue de cancer au global et de cancer du sein spécifiquement, et que sur les 17 conservateurs étudiés individuellement, 11 n'étaient pas associés à l'incidence de cancer. Vous êtes très clair, tous ne sont pas nocifs, mais enfin voilà, 11 sur 17, ça veut donc dire qu'il y en avait quand même 6 qui étaient plus dangereux. Alors, la consommation, la fréquence, bien entendu. On parle toujours ici, est-ce que vous consommez des produits industriels, agro-industriels, transformés, on peut dire des plats cuisinés, est-ce que c'est de temps en temps? Le problème, vous allez me dire, c'est la fréquence, c'est la répétition, et à la fin de l'année, le bilan, le cocktail nutritionnel, vous en avez ingurgité, vous avez amassé pendant 365 jours, combien en gros de ces conservateurs, de ces toxines? Le calcul peut être fait comme ça ou non? L'incidence, oui. Et c'est vraiment très important de le présenter comme ça. Et il faut aussi refaire tomber la pression un peu chez les consommateurs. C'est pas parce que de temps en temps on va manger un produit avec certains additifs, qu'on aura tout de suite un cancer le lendemain. On parle vraiment de consommation habituelle, récurrente. Et donc là, d'ailleurs, dans cette étude, tous les 6 mois, les participants sont invités à renseigner leurs enregistrements alimentaires de 24 heures. Et donc, on a vraiment des données sur plusieurs années de ces consommations. Donc là, on parle vraiment d'habitudes récurrentes de consommation qui peuvent donner lieu potentiellement à des problèmes de santé. Mathilde Touvier, je vais venir un tout petit peu au secours du lobby agro-industriel. Je vais vous poser la question fatidique. Et si on décidait demain de supprimer la totalité des conservateurs et des additifs, plus rien que le produit naturel, on ne pourrait pas nourrir l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut présenter le problème comme ça? Ça serait une telle révolution des mœurs. Il faut nuancer un peu. Oui. Alors déjà, sur les conservateurs, encore une fois, on est vraiment quand même dans une considération bénéfice-risque. Si du jour au lendemain, on enlevait tous les conservateurs, sans autre solution, enfin, il faut être prudent sur les contaminations, etc. Zéro conservateur, c'est pas viable, on est d'accord? En tout cas, ça nécessite des changements de mode de conservation, de filière de production, etc. Donc c'est à faire avec plus de prudence que enlever des colorants par exemple ou certains texturants. On ne met pas en danger la santé des consommateurs si on fait ça. Donc c'est un petit peu plus en demi-teinte. Après, honnêtement, dans un même rayon, pour la plupart des produits, vous voyez qu'il y a des alternatives. Vous voyez que les industriels savent faire sans les additifs en question. Donc c'est que quand même, s'ils veulent, ils peuvent aller encore nettement plus loin dans l'éviction de ces additifs. On va revenir tout à l'heure sur les nitrates et les nitrites. Le député Richard Amos qui s'est battu pour les nitrites dans le jambon, et on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez des grandes marques, je vais les citer, Fleury-Michon, Erta, Badrange, vous avez jambon sans nitrite remplacé par autre chose. Comme quoi, il y a toujours une solution. Mathilde Touvier, nous avons Sonia qui nous appelle de Sainte-Maure-des-Fossés. Bonjour Sonia. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous consommez beaucoup de conservateurs, Sonia? Écoutez, malgré moi. Moi aussi. Mais je voulais juste interpeller notamment sur les sodas et le fait que, moi, je me suis rendu compte, malgré moi, j'avais consommé de l'aspartame parce que maintenant, l'étiquetage est vraiment faussé. Avant, on avait on dit light. Avant, non, on dit plus light. C'est fini, ça. Oui, mais c'était la façon de ne pas dire à ce qu'on disait. Voilà, justement. Et il n'y a plus d'obligation de le mettre sur l'étiquette au recto. Donc, où c'est écrit en tout petit. Et donc, c'est quand même la cible préférée des enfants. Et moi, je me suis fait avoir plusieurs fois. Et en goûtant, je me suis dit, mais là, c'est pas du sucre. Et quand on connaît les dégâts, moi, j'avais rapporté aux 60 millions de consommateurs qui avaient fait un article là-dessus en disant, faut quand même alerter, quoi. Ça crée des cancers du côlon et puis sûrement d'autres choses. C'est pas parce que c'est allégeant que c'est forcément. Et moi qui ai un terrain allergique, je le vois tout de suite. Quand j'ai mangé un truc où il y a beaucoup de choses en trop surtout dans les nouvelles recettes, on se retrouve avec des additifs qu'on n'avait pas avant. On se dit pourquoi. Et moi, je sais que le lendemain, je vais pas être bien, je vais avoir des réactions allergiques, des choses comme ça. Et en parallèle, quand on soigne avec des plantes, on se rend compte là, par exemple, moi, je me soigne avec des traitements pour les plantes.
Et là, je veux pas renouveler, par exemple, mon traitement, parce qu'on interdit des plantes naturelles qui font du bien, qui font pas de mal. Donc on se demande où on va. Mathilde Touvier, l'aspartame, attention. Oui, alors effectivement, on est obligé, enfin les industriels sont obligés de mettre dans la liste d'ingrédients s'ils utilisent ce type d'édulcorant. En France, les plus utilisés, c'est l'aspartame, l'acésulfame K ou acésulfame potassium. Donc ces deux-là, on les trouve dans une célèbre marque de soda au cola, ou bien la version light ou la version 0, ou bien il y a du sucralose aussi. Et donc ça, c'est la fameuse saccharine ancienne ou non? Oui, c'est cette famille-là, quoi. Oui. Sucralose, c'est vraiment un édulcorant qui est utilisé, mais vraiment beaucoup moins que aspartame, acésulfame, potassium. Et en fait, l'industriel, là où c'est un petit peu compliqué pour les consommateurs, c'est que il a le choix soit de marquer en toutes lettres aspartame ou acésulfame, potassium, soit de mettre E950, E951. Et là, c'est plus compliqué de se dire, est-ce que c'est un édulcorant? Est-ce que c'est ça dont j'ai entendu parler quand le LIARC, le cirque, a rendu son avis sur aspartame potentiellement cancérigène? Et donc, de jouer sur l'un ou l'autre, ça complique pour le consommateur l'information. Sonia, vous restez avec nous, surtout vous ne partez pas. On est avec Mathilde Touvier. Vous nous appelez au 0826 300 300 parce que vous êtes tous concernés par la malbouffe, surtout par les adjuvants, les additifs, les conservateurs. C'est une question, je sais que c'est une question qui vous taraude et Mathilde Touvier est là pour décrypter les enjeux. Voilà, en quoi ça consiste et comment un peu éviter de faire des erreurs nutritionnelles parce qu'aujourd'hui on a quand même les moyens de bien manger malgré une malbouffe prégnante. Vous restez avec nous et vous appelez Emmanuel Galasso au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio, Perico Légas reçoit Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSARM, à partir de cette étude sur la nocivité de certains conservateurs qui engendrent des maladies graves comme le cancer et le diabète. Et nous sommes en ligne avec Sonia qui disait qu'elle-même, elle se sent quelquefois présente des allergies aux conservateurs. Sonia, vous avez été traitée pour ça? Vous avez des pathologies très précises? Oui, j'ai et l'allopathie et je me soigne aussi avec des médecines douces en parallèle pour justement ne pas faire trop de crises. Et là, je viens d'apprendre qu'on interdisait des choses, donc ça me met en colère parce qu'on essaye aussi d'avoir une santé à peu près correcte, quoi, avec la société dans laquelle on est et le mode de consommation qu'on a. Alors après, moi, je cuisine beaucoup, je vais dans les fermes. Ah ben c'est le meilleur, voilà, c'est la meilleure thérapie, hein. Ouais. Faire la cuisine à la maison avec des produits frais, ça reste la meilleure. Nos agriculteurs et je veux rassurer le budget. Moi, j'ai pas forcément un gros budget et j'arrive quand même à trouver des produits et des fois c'est beaucoup moins cher. Donc Sonia, ce qui vous titille le plus, c'est que les produits nocifs, ils sont pas forcément interdits. Par contre, les produits qui peuvent apporter des solutions d'une amélioration de la santé sont pas forcément autorisés. Hein. C'est un petit peu ça qui vous... Là, par exemple, j'ai voulu faire renouveler mon traitement. Il y a une plante qui est plus autorisée, donc je peux pas l'avoir dans mon traitement, qui est très importante. En fait, par exemple, moi, c'est tout ce qui est voie respiratoire et tout, j'y ai plus droit. Mathilde Touvier, quand on a une étude aussi précise que la vôtre, avec vous désignez précisément les molécules concernées, les sorbates, les sulfites, les nitrites de sodium, les acétates, est-ce qu'il se peut qu'à un moment donné, vous arriviez à une conclusion qui fait que les pouvoirs publics peuvent interdire la substance en question dans la préparation de certains aliments, demander à l'agro-industrie de ne pas utiliser, de ne pas recourir à ce genre de produits chimiques? Alors, tout à fait, ça peut être l'objectif, mais en tout cas, tout ça repasse par une réévaluation par expertise collective, et là en l'occurrence pour nous c'est par l'EFSA ou à la FDA aux États-Unis, qui va refaire la synthèse de toute la littérature scientifique qui existe et qui va prendre en compte ces nouvelles données, celles que nous produisons nous, celles que nos collègues produisent sur l'impact sur le microbiote intestinal. Il y a 20 ans, il n'y avait pas ces éléments-là. Donc tout ça, il faut reprendre en compte ces nouvelles recherches, ces nouveaux signaux qui sont sortis pour réévaluer la sécurité de ces additifs, prendre en compte aussi le fait qu'on mange pas un additif un par un. On va manger des mélanges d'additifs dont ils peuvent avoir des effets cocktails, des choses qui surviennent quand on le mange en mélange et qui n'étaient pas tout seul. Tout ça, c'est pas du tout pris en compte pour l'instant. Et donc tout ça mérite réévaluation. Si tout ça est confirmé, effectivement, l'objectif va être d'agir au niveau réglementaire pour interdire certaines substances ou baisser les doses autorisées. Parce que pour rebondir sur
ce que disait Sonia, oui. C'est très important. C'est-à-dire qu'il y a les conseils qu'on peut donner aux consommateurs, essayer de manger pas ou peu transformé, de faire la cuisine avec des produits frais, etc. Tout ça, c'est très important. Mais ce qu'il faut quand même, c'est agir au niveau politique pour que l'offre soit meilleure, plus favorable à la santé. Il y a la question de l'argent aussi qui a été évoquée. Il faudrait que les produits les moins chers sur le marché, ce soit ceux avec un bon Nutri-Score, donc un bon profil nutritionnel. On va y revenir. Pas ou peu transformés, bio si possible. Une fois que ça va devenir les moins chers, ça deviendra les choix par défaut. Et le consommateur n'aura pas besoin de se prendre la tête à essayer de regarder lesquels produits sont les meilleurs pour la santé. Tout est là, tout est là. Alors pour autant, la réévaluation n'aboutira jamais qu'à un avis émis par ces organismes qui sont consultés par le pouvoir politique, mais qui n'ont pas obligation d'application. Ça, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est voilà. Et on reviendra tout à l'heure sur le Nutri-Score, doit-il être obligatoire ou pas. On a vu que à l'Assemblée, il a été adopté en un premier temps et repoussé en un deuxième. Et il s'agit bien de la santé publique et on voit bien le poids des lobbies. Nous avons Sylvie qui nous appelle de Nîmes. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous mettez un peu de conservateur dans vos soupes et dans vos omelettes quand vous les préparez à la maison? Je plaisante. J'essaie d'être raisonnable, mais c'est pas toujours facile. Bien sûr. Je vous écoute. Voilà. Alors, je n'appelle pas pour un conservateur, mais pour un produit dont on m'a parlé qui s'appelle Lexane, Hexane, qui sert dans l'extraction des huiles et qui se retrouve aussi dans les tourteaux qu'on donne au bétail et qui serait, moi je suis pas du tout spécialiste, cancérigène, mais dont l'inscription ne serait pas obligatoire sur les produits, alors que c'est apparemment un produit toxique. Est-ce qu'on a des informations sur Lexane? Mathilde Touvier, vous avez entendu parler de Lexane? Oui, Lexane, donc c'est un auxiliaire technologique qui est effectivement utilisé par l'industrie pour faciliter l'extraction et la préparation des huiles, par exemple, exactement comme vous le disiez. Alors, contrairement aux additifs alimentaires qui, d'un point de vue réglementaire, doivent apparaître obligatoirement dans la liste d'ingrédients sur les emballages, les auxiliaires technologiques qui sont théoriquement utilisés pendant le mode de production, mais ensuite qui ne sont pas censés se retrouver dans le produit fini, eh bien ceux-là ne sont pas étiquetés. Il n'y a aucune obligation de la part des industriels de donner cette information. Le problème, c'est que, on le voit sur cet exemple, et il y en a d'autres, en fait, on retrouve des traces parfois pas négligeables de ces auxiliaires technologiques dans le produit fini. Et ça, pour le consommateur, c'est une boîte noire. Pour la recherche aussi, puisqu'on n'a aucun moyen de savoir, nous, les participants de nos études, est-ce qu'ils sont ou non exposés. Et donc, il y a vraiment un progrès à faire au niveau réglementaire pour plus de transparence de la part des producteurs, des industriels, pour pouvoir évaluer correctement les risques possibles de ces substances. Et c'est là où on est confronté à un principe de réalité. Si l'agro-industrie ne peut pas recourir à ces produits-là, elle est obligée de faire d'une production plus fragile, qui dure moins longtemps. Voilà, donc il y a un enjeu économique énorme, ce qui engendre l'intervention des lobbies à ce niveau-là. Quand on va parler du Nutri-Score, on va voir en quoi. Je voudrais venir sur le terrain de façon plus précisément avec les substances que vous avez évoquées dans cette étude, rechercher les sorbates, les sulfites, le nitrite de sodium et les acétates. Ces quatre-là sont les quatre principaux agents qui engendrent les pathologies détestables ou non? Alors, moi, à chaque fois, je n'emploie pas les termes engendrés enfin voilà, c'est de ce que nous voit nous, c'est des associations. Je veux très précis. Moi, je suis en train de dire que ça provoque. Oui. Voilà, vous me demandez d'être prudent. On a constaté qu'il y a une corrélation entre l'usage de ces sorbates, de ces sulfites, de ces nitrites de sodium et de ces acétates et la manifestation de certaines pathologies. Je voudrais pas être technique, mais je voudrais rester précis. On n'est pas dans un règlement de compte, on est dans l'information du public et du consommateur. Vous avez fait un travail exemplaire, admirable. C'est la première fois dans le monde qu'on a cette étude parce que vous disposez enfin des moyens qui vous permettent de mesurer la nocivité. Là, je parle de nocivité. Et vous êtes prudente. On constate que trop d'abus de cette substance peut, à un moment donné, aboutir à telle pathologie. On va aller prendre les sorbates en particulier, le sorbate de potassium. Qu'est-ce qu'il a de méchant, lui? Alors, effectivement, ça fait partie des additifs pour lesquels on a vu, à la fois dans l'étude sur les cancers et aussi dans l'étude sur le diabète de type 2, des associations avec une augmentation de l'incidence. C'était aussi le cas, en effet, des nitrites, métabisulfite de potassium aussi, donc un des types. Alors, où est-ce qu'on les trouve? Le sorbate, par exemple, celui-là, on le trouve où? Alors, ceux-là, on les trouve de manière assez répandue dans plein de groupes d'aliments différents. Et sournoises, j'allais dire, quelque part. Oui, parfois. Alors, parfois, ça peut être dans des aliments où déjà, d'un point de vue
malbouffe, profil nutritionnel, gras, sucré, etc. On s'en méfiait déjà. Donc dans des produits de pâtisserie industrielle, dans des biscuits, etc. Mais parfois on trouve aussi de ces conservateurs dans des préparations à base de légumes ou de produits céréaliers ou de certains produits laitiers où on se disait pas à la base qu'il y avait forcément un problème. En tout cas d'un point de vue nutritionnel, on s'était dit bon ça a l'air plutôt correct. Après il y a d'autres conservateurs où là ils sont vraiment plus spécifiques de groupes d'aliments particuliers. Les nitrites dans les charcuteries, pareil pour l'érythorbate de sodium. J'allais passer aux sulfites, les sulfites également. Nitrite de sodium, on l'a vu dans la polémique au Parlement dans les jambons, notamment le jambon, avec une incidence chiffrée. L'ANSES, le professeur Axel Kahn l'avait dit, c'est entre 4, 5 à 6 000 morts par an, c'est établi. Et finalement, on n'arrive pas à prendre la mesure et on reporte à 2025 puis 2035 par petits bouts 20%. C'est hallucinant. Tandis qu'on se donne l'autorisation de provoquer la mort de consommateurs parce qu'on estime qu'économiquement on peut pas prendre. Je raccourcis, mais enfin on en est là. Et puis les acétates, voilà, là aussi, tout ça peut provoquer le développement de certains cancers. Oui. En tout cas, voilà, nous on voit ces associations et des collègues au niveau expérimental sur des cellules, des modèles animaux, ont montré des mécanismes qui relient certains de ces conservateurs à, par exemple, de l'insulino-résistance. C'est un mécanisme qui va favoriser l'apparition de diabète. Voilà, on va se dire du diabète de type 2. Du diabète de type 2, absolument. Il peut y avoir aussi des études qui montraient des perturbations de notre microbiote intestinal. Ce sont ces bactéries qui peuplent notre intestin et qui nous aident à digérer les aliments, qui nous aident qui a plein d'impacts positifs. Mais lorsque ce microbiote est perturbé, ça peut conduire à certaines pathologies et d'autres mécanismes qui peuvent expliquer les résultats qu'on observe, nous, au niveau association dans cette étude épidémiologique. Laura nous appelle de Villeneuve-le-Roi. Bonjour Laura. Bonjour, merci pour votre émission. Vous faites très attention à ce que vous consommez. Alors on fait attention au maximum, mais c'est vrai que des fois, on achète du jambon et je culpabilise de plus en plus en écoutant l'émission. Je le savais, donc on en achète de moins en moins, mais ça nous arrive d'en acheter pour faire des sandwichs, pour certains pique-niques. Et là, en fait, ma question portait sur la cantine, parce que on parle peu de ce qui se passe dans les cantines, de ce qui sert à nos enfants. Souvent, les menus sont assez c'est assez étonnant de voir ce qu'ils peuvent servir, des pizzas à la raclette. Ça dépend des cantines, Laura, vous avez totalement raison. Il y a des cantines où la direction de l'établissement n'est pas prudente, et il y en a d'autres où, au contraire, il y a un nutritionniste qui est consulté, et où le chef de cuisine lui-même se fait un honneur de donner à manger à 2 enfants des produits sains. Et non, mais très bonne remarque, Laura. Je demande à Mathilde Touvier ce qu'elle en pense. Oui, complètement d'accord. Selon, vous savez certainement, mais entre l'école, le collège, le lycée, ça va être soit la municipalité, soit le département ou la région qui est en charge de ces aspects-là. Et donc, il y a vraiment sur le territoire français de grosses inégalités en termes de qualité de ce qui peut être servi comme repas à la cantine, et très certainement de gros progrès à faire pour éduquer dès le plus jeune âge à cette alimentation, au choix, donner envie avec des produits bons pour la santé, pas qu'un enfant se retrouve entre un plat d'épinards qui a pas l'air bon du tout et des frites et que forcément ils choisissent les frites. Donner envie avec les bons produits, bons pour la santé, de faire des choix favorables pour donner de bonnes habitudes pour la suite, c'est très important. Laura, ça répondait à ce que vous vouliez savoir, ou vous voulez préciser? Oui. Ça répondait à ma question, et je voulais aussi poser par rapport aux nitrites et au jambon. Est-ce que si on en consomme encore de temps en temps, c'est jouable, ou il faut vraiment qu'on arrête totalement d'en consommer? Vous parlez des seuils, ça c'est voilà. Alors est-ce que le docteur Touvier est habilité à vous donner des seuils? Oui, Mathilde Touvier. Donc c'est vraiment une très bonne question, comme toujours. Ça va être la fréquence et la quantité qui va jouer ici sur le risque. À l'heure actuelle, dans le programme national nutrition santé, la recommandation pour les charcuteries, dont le jambon fait partie, c'est pas plus de 150 grammes par semaine. Donc quelques tranches de jambon dans la semaine, a priori pas de problème sur les aspects cancer colorectal notamment.
On aimerait aller plus loin encore dans ces recommandations sur la charcuterie, la viande rouge, pour également mieux prendre en compte les impacts environnementaux. C'est pas le sujet du jour, mais la viande rouge, la charcuterie fait partie de ce qui pèse le plus dans notre alimentation sur l'impact de nos systèmes alimentaires sur l'environnement. Et donc pour aller encore plus loin, à la fois pour notre santé à nous et celle de la planète, certainement de diminuer encore un petit peu les seuils pour la viande rouge et la charcuterie, c'est une bonne idée. Mais encore une fois, pour vous déculpabiliser, une tranche de jambon de temps en temps, voilà, c'est pas ça qui va causer un problème, c'est vraiment le tous les jours en grande quantité. On y revient dans quelques instants. Je suis avec Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSERM. Appelez-nous au 0826 300 300. Évidemment, la malbouffe, c'est quelque chose qui vous concerne, et la présence des conservateurs qui nous inquiète. Mathilde Touvier vous apportera les réponses scientifiques nécessaires. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Je suis avec Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSERM, cette étude qui établit les liens entre la consommation d'additifs, notamment les conservateurs, et des maladies graves comme le cancer et le diabète de type 2. Là, c'est un fait avéré, c'est un document, c'est une étude qui révèle. Donc, il n'y a plus qu'à tirer des conclusions au niveau de l'agro-industrie. La grande distribution qui demande à ce que les dates de vente soient toujours les plus prolongées possibles pour pas perdre d'argent. Et puis, on a confrontation entre les intérêts financiers de l'agroalimentaire, de la grande distribution, et puis la santé de nos concitoyennes et concitoyens, santé bien entendu qui est payée, comme disait le président, un pognon dingue, par la collectivité. Nous avons Jean qui nous appelle de Lyon. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Jean, vous êtes très vigilant sur le contenu des aliments, vous regardez sur l'étiquette, oui. Vous regardez la composition des additifs? Oui, j'utilise les applications Yuka, OpenView, etc. Et bon, je suis bien conscient que un truc qui peut dormir dans un frigo pendant 2 ans, c'est de la saloperie. Et en fait, ma question, c'est la suivante. Bon, j'ai un industriel, je sais pas si je peux citer son nom. Allez-y. Fleury Michon. Oui. Donc Fleury Michon, il propose des produits sans additifs, sans colorants, bien cotés sur les applis Nutri-Score, avec une DLC très courte d'ailleurs. Donc du coup, ce qui est cohérent. Quand on les achète, il faut les manger sous 15 jours. Et en plus, c'est pas mauvais. Donc je voulais l'avis un peu de votre intervenant sur cette politique d'agro-industriel qui me paraît pas débile, quoi. Alors, Mathilde Touvier, est-ce qu'il y a des agro-industriels qui jouent le jeu, qui vous écoutent, qui sont sensibles à ces études et qui font en sorte de démalbouffiser leur production industrielle? Donc moi, je me prononcerai pas sur une marque en particulier, non, mais en général. Mais oui, bien sûr, évidemment que tous les produits industriels ne sont pas forcément mauvais pour la santé. Il faut pas faire cet amalgame. Tous les produits industriels ne sont pas forcément ultra transformés. Ils n'ont pas forcément des additifs controversés à l'intérieur. Et on a vraiment besoin de cette industrie agroalimentaire pour produire à grande échelle des aliments bons pour la santé, des aliments qui aussi nous facilitent la vie au quotidien. Des fois, on nous oppose, on nous dit vous êtes gentil, mais moi j'ai pas le temps de retourner passer des heures en cuisine. Dans l'état actuel, il y a encore beaucoup de femmes, malheureusement, d'inégalités entre hommes et femmes là-dessus, où ce sont les femmes qui vont faire à manger et vous voulez remettre les femmes au fourneau. Donc évidemment non, le discours n'est pas du tout celui-là. Et une industrie agroalimentaire qui va mettre une offre saine sur le marché, qui va permettre des innovations pour avoir des produits, des fruits, des légumes frais, etc., pour pouvoir les consommer plus facilement. Tout ça, évidemment, on en a besoin, et bien sûr qu'il y en a qui jouent le jeu, bien entendu. Mathilde Touvier, quand Fleury Michon, Madrange, Herta disent que c'est du jambon sans nitrite, on peut considérer a priori que c'est vrai. Alors ils l'ont forcément remplacé par autre chose, il parle des produits végétaux, mais enfin il y a un contrôle, la DGCRF contrôle quand même que cette affirmation sur l'étiquette correspond à une réalité. Le sujet précis des nitrites est complexe parce que lorsqu'on va remplacer les nitrites ajoutés en tant qu'additifs par du jus de légumes, des bouillons, etc., au final, on a quand même des nitrites dans le produit, et des travaux de collègues toxicologues semblent suggérer que l'effet potentiellement est le même, parce qu'au final, il y a quand même des nitrites. Par contre, il y a des jambons, qui d'ailleurs sont plus gris, on le voit, ils sont moins roses, qui garantissent le sans nitrite dans le produit fini, avec des durées de conservation encore plus faibles. Donc, il
y a vraiment aussi parfois des pièges marketing sur certains produits, sur ces alternatives aux nitrites, donc il faut regarder vraiment précisément. Donc, plus que jamais vigilance, plus que jamais des règles et des normes, on combat les nerfs, mais celles-là sont utiles, elles sauvent des vies. Mathilde Touvier, l'occasion est venue de mettre les pieds dans le plat, on va parler du Nutri-Score, puisque c'est l'instrument de mesure et d'information qui permet aux consommateurs, notamment ceux qui sont à faible revenu et qui consomment beaucoup de produits industriels transformés, de leur dire attention, voilà ceux dont vous pouvez on va dire abuser, et ceux dont au contraire il faut pas abuser. A, B, C, rouge, vert, jaune. Voilà, et le professeur Serge Herbert qui s'est battu, c'est passé à l'Assemblée nationale, ça a été adopté en première lecture, ensuite ça a été repoussé. Vous êtes à l'origine des éléments qui permettent de justifier le Nutri-Score, et on sait en France que lorsque la malbouffe engendre des maladies, eh bien cette maladie, elle enrichit le lobby pharmaceutique qui fait du fric sur la maladie, et le Nutri-Score, c'est pour empêcher qu'on fasse du fric sur la maladie des consommateurs français. Est-ce que je m'exprime à peu près correctement, malgré ma colère, Mathilde Touvier? Très parfait, j'ai plus rien à dire. Non, effectivement, le Nutri-Score, c'était vraiment une idée toute simple d'avoir une information que tout le monde puisse comprendre, en face avant des emballages et pas le tableau incompréhensible en face arrière que personne ne lit avec les grammes de sucre, etc. Un tableau en face avant qui résume, est-ce que dans ce produit, il y a trop ou pas, ou voilà, de sucre, calories, sel, acide gras saturé pour les choses qu'il faut un peu limiter, et à l'inverse des points dans l'autre sens sur la part de fruits et légumes, les fibres, les protéines. Ça donne cette information-là, le Nutri-Score. Donc on a quand même du mal encore maintenant avec 150 publications scientifiques dans le monde qui montrent que mieux manger, tel que classé par le Nutri-Score, est associé à moins de mortalité prématurée, moins de cancer, moins de maladies cardiovasculaires, etc. Plus toutes les études qui montrent l'impact sur la qualité nutritionnelle des paniers d'achat, et vous l'avez souligné, y compris notamment chez les populations les plus défavorisées. On ne comprend pas comment aujourd'hui on est encore passé à côté de peu récemment de cette obligation d'avoir le Nutri-Score sur tous les produits pour une transparence pour tous les consommateurs. Honte aux députés qui ont voté contre l'obligation du Nutri-Score. Merci au professeur Serge Herberg, héros de la République, qui sauve des vies alors que d'autres au contraire enrichissent, déploient les maladies parce qu'elles enrichissent certains. Docteur Touvier, docteur en épidémiologie, à la fois votre ordonnance et votre menu parfait pour éviter les maladies, faire la cuisine à la maison avec des produits frais autant que faire se peut? Alors, là encore, je parle pas comme mon nom, mais on a la chance d'avoir le programme national nutrition santé. Vous allez faire un tour sur mangerbouger.fr et vous avez les recommandations qui résument tout ce qu'on sait à l'heure actuelle en termes de recherche pour favoriser sa santé et éviter les maladies. Quand on pense à l'impact sur la santé des aliments, première chose à regarder, le Nutri-Score, bon profil nutritionnel, pas trop de gras, de sucre, des fibres, etc. Deuxième chose, essayer de limiter les produits ultra transformés. On veut d'ailleurs faire évoluer le Nutri-Score pour y adjoindre un cadre noir avec marqué ultra transformé, ça permettra d'avoir l'info. Donc c'est la deuxième dimension à regarder. La troisième, limiter les contaminations, pesticides et tout. Et donc là, le logo bio, quand on peut, là aussi c'est favorable à la santé. Bon, je vous donne une information, Mathilde Touvier, vous reviendrez sur ce plateau parce que la conversation n'est pas terminée. C'est essentiel, c'est un enjeu fondamental et ça concerne tout le monde et ça intéresse surtout les Françaises et les Français qui sont obligés de se nourrir tous les jours avec des produits frais et sains. Heureusement qu'on a nos agriculteurs pour nous offrir ces denrées sublimes.